Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au musée de la photographie en cette belle matinée de samedi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur aussi d'avoir Emerson, euh, artiste plasticien et peintre et historien de l'art également, qui va nous parler donc un peu de philosophie autour du tissu, car en fait, du limbe, parce que en fait, cette exposition qui va durer jusqu'au 29 septembre, euh, qui porte sur le thème du limbe, sera illustrée par une série de conférences sur la thématique du limbe. Donc Emerson sera suivi par d'autres conférenciers sur le thème du limbe également. C'est pour vous dire que ce n'est pas qu'un objet, ce n'est pas qu'un élément culturel, mais c'est aussi toute une vie et il y a beaucoup de réflexions qui peuvent être construites autour du limbe. Mais donc aujourd'hui, Emerson va nous en parler donc à sa manière et puis aussi avec les recherches qu'il a effectuées autour du thème. Sans plus tarder, Emerson, je te laisse la parole. Très bonne conférence à tous. Merci, Elinda. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de me retrouver dans cet espace si agréable à voir surtout et de vous avoir en face de moi pour ce thème portant sur le tissage et tous les concepts philosophiques liés à la pensée, au système de pensée, au système de représentation malagasy, que je vais essayer de vous donner en partage. Alors, je vais commencer par une évidence qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde, à savoir la corrélation entre la lecture, la perception de l'existant et la manière dont une société, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau du groupe, structure son système de pensée, les assises de ces réflexions qui se muent en concept porteur. L'un des traits caractéristiques de la culture malagasy, justement, est l'horreur du vide. La culture malagasy a horreur des choses insensées, des faits sans fondement, qualifiés de tmisfouten, tmisdiken. Lorsque on en vient à cette expression, ça rejette la chose observée ou les faits observés en dehors du champ du réel et du perceptible. Cette dotation de sens prend ses sources dans le quotidien et l'analyse de l'existant, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la formulation des concepts porteurs qui vont agir, servir de ferment dans la société, se structure en images mentales collectives, et se mue finalement en système de valeurs, en concept à faire prévaloir. Et justement, le monde des tissus et des tissages et du tissage se prête bien à ce type d'exercice. On peut même dire que le domaine du tissage est corollairement de la vannerie qui participe de la même logique au niveau de la conception, au niveau du processus de production. Ce sont des terreaux idéaux pour l'idéal social à bâtir. Et actuellement, nous utilisons encore à profusion ce genre de concept.
le terme, l'expression à la mode aujourd'hui, c'est manarapintre. Tout est manarapintre, donc ça doit suivre les normes. On entend beaucoup également le terme kiatsak, nraransinitsini, rarak nraransinitsini, suivant la justice, c'est ce qui doit être fait. Quête de justice et de légitimité. Tout le monde s'enquiert et désire accéder à la paix. Fandripaliman. Mais au fait, tous ces termes sont des termes qui dérivent du métier du tissage. Utiliser hors contexte ces vocabulaires qui se rattachent aux techniques fondamentales du tissage méritent d'être revisités, à notre avis, surtout à un moment où nous avons absolument de réfléchir et de retrouver les logiques qui président au fondement de nos racines. Comme on dit en malagasy, ni savazavanan-drary no ahitana ny fakany. Dans cette intervention, nous nous proposons donc de nous pencher très rapidement, malheureusement, faute de temps, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller en profondeur, je n'ai fait qu'effleurer le thème, sur 3 volets. Donc je vais parler dans un premier temps du tissage, de façon globale dans la société malagasy, du tissage à travers les vocabulaires et l'idéal social, et me pencher en dernier lieu sur les sens et les significations des motifs. Donc, le tissage est une activité artisanale, humaine, l'une des plus anciennes, qui remonte carrément au néolithique. Et pour ce qui nous concerne, sa pratique prend source dans l'espace socioculturel austronésien, dans l'Asie du Sud-Est. Il y a des similitudes en termes de technique, mais également en termes de forme. Par exemple, on retrouve les modèles de métier horizontal, tels qu'illustrés en photo, là. En haut, vous avez une Indonésienne en train de tisser une pièce de tissu, et on retrouve à peu près les mêmes dispositifs techniques à travers cette toile de Ralamb, qui rapporte une scène extrêmement familière dans les foyers malagasy. Il fut quelque temps encore, vers les années 60-70, je me souviens, toutes mes tantes, mes grands-mères, étalaient leur métier dans une chambre exiguë et s'attellent à disposer les fils, à passer de la chaîne à la trame, afin de confectionner des tissus. On retrouve également les mêmes matières premières avec les mêmes techniques. Bon, il y a bien entendu ce qui est le plus commun à Madagascar, en tout cas, le coton, la soie, les fils de chanvre, les fils de fibres de bananier. Et à l'arrivée, on a à peu près les mêmes motifs décoratifs. Traditionnellement, le tissage, comme la vannerie, était une activité spécifiquement féminine. Et donc, les techniques se transmettaient de génération en génération, de mère en fille. Et ça concerne toutes les étapes de la fabrication des éléments servant à tisser jusqu'au tissage proprement dit. Et il fut un temps où toutes les femmes malagasy fournissaient les besoins pour chaque maisonnée, en termes de sadi, salak, pour les lampes, pour les signes, pour les fractes,
pour les salouvan, qui sont au fait des pièces de tissu. Et il paraît qu'aucune femme, du moins selon les dires de mes grands-mères, aucune femme ne pouvait prétendre se marier sans savoir vanner ou tisser. Et d'ailleurs, à l'époque, une époque reculée, avant la confrontation avec les marchands arabisés et les Européens dans le commerce et la traite internationale dans l'océan Indien, la manière de se vêtir des Malagasy, jusqu'à la fin jusqu'au début du XXe siècle encore, on en a retrouvé beaucoup, était réduit au minimum à une pagne servant de cache-sexe pour les hommes, une chemise longue composée de pièces de tissu cousues, laissant passer un trou pour la tête et deux pour les bras, pour les femmes, auquel se rajoute une pièce d'étoffe qui sert de sikin, dont on se ceint. Et tout le monde avait une large pièce d'étoffe que nous connaissons sous le terme de lambe, qui est un tissu à tout faire. Ça sert de couverture pour se préserver du froid, mais ça sert aussi de parure en public et de paravent, comme je l'ai dit, pour se protéger du regard d'autrui. C'est utile, par exemple, lorsqu'on veut manger en public. Je rappelle qu'on ne mangeait pas n'importe où. Et le fait de manger relève de l'intime. Je me souviens, j'étais avec mon arrière-grand-père à l'époque. On était ensemble, on revenait au village après le jour du marché, Talatamurkai. On était seuls et pour manger un moufkas, il a tout d'abord déroulé son lampe, s'en était caché la tête. Il a pris le beignet dans son panier et il l'a mâchonné, hors de portée du regard de qui que ce soit. Autour justement de cet aspect, il y a beaucoup de réflexions à faire, n'est-ce pas? Mais dans le temps, tout le monde dispose au moins de 2 lampes. Le lambe qu'on porte tous les jours et qu'on appelle donc lambatenain, et une pièce qu'on garde soigneusement pour les grandes occasions, les lambamval. D'ailleurs, cette dualité d'usage par rapport aux vêtements, par rapport aux lampes, se maintient encore dans notre système aujourd'hui. Il y a les tenues qu'on ne sort que le dimanche et les jours exceptionnels. Quoi qu'il en soit, le lambre était partout, tel qu'on peut le voir en 1901. Une scène à laquelle il y a des personnages, mais flotte au vent, il y a tout va, des lampes. Au XIXe siècle, bien entendu, l'influence européenne et l'accroissement de la traite, le commerce international a déversé sur les côtes malagasy les tissus d'importation, les andines, fruits de la révolution industrielle. Donc il y a une masse importante qui ont été déversées sur les côtes malagasy et africaines. Et il s'est négocié par brasser, littéralement. Le système de mesure était la brasse. Avec quelques brasses, on pouvait négocier des ébus, des dépendants, etc. Le XXe siècle a porté un coup de grâce au secteur de production de l'artisanat local, avec le développement du marché international et de la production
industriel. Ce qui a fait qu'il y a donc une baisse notable de la production locale. Et actuellement, on ne retrouve ces activités que dans des endroits relativement isolés. On connaît les producteurs d'arrivement, fournisseurs de lambamine, entre autres. Mais subsistent également des régions comme en Balavao, tout autour de l'Andict, entre autres, ou bien j'en ai encore rencontré, j'ai encore rencontré des femmes qui s'adonnent au tissage traditionnel dans le Mafal et dans l'Androuille, à l'extrême sud de Madagascar. Sinon, par ailleurs, on se contente de ce qu'il y a sur le marché, et donc le rapport au tissu était en train de changer. Mais il faut dire que le secteur arrive à survivre grâce au marché et à l'approche marketing faite autour de l'artisanat. Malgré le recul de cette activité artisanale, le rapport du Malagasy au tissu est encore décelable et persiste dans l'art oratoire, à travers les proverbes, à travers la créativité des uns et des autres. J'ai rapporté ici un petit poème d'un ami, poète, Tahir Tsouacher, qui gravite autour du lambe. Et au fil des musiques et des chansons diffusées, vous pouvez encore entendre les célèbres morceaux de Henri Ratsimbaza, Fiotran Falava, avec Tolamba Lambava, avec Tolamba Blanc, etc., qui sont autant de références, si vous voulez, à ce monde extrêmement riche du tissage et des tissus. Et comme je l'ai souligné en toute première partie de mon intervention, cette réalité va influer sur les représentations et aura des implications notamment sur les vocabulaires politiques. Donc, nous allons essayer de voir ensemble, si vous voulez, les concepts clés de l'idéal social à générer à travers le tissage. Lorsqu'on parle de rare ou du tenna, donc la vannerie et le tissage, il se rapporte à l'acte d'ordonner des éléments pour générer un ensemble. Les produits se caractériseront alors par leur plus grande dimension. Il y a passage d'échelle de l'unité au regroupement d'un ensemble qui formeront une autre unité plus large, plus grande, plus conséquente. Mais il faudra que cet ensemble, né de la volonté de celui qui structure, soit d'une finition parfaite et puisse correspondre à l'usage qu'on lui destine. Et par ailleurs, en termes de champ sémantique, le terme rare désigne également le souhait lié à l'état idéal à atteindre, qui ne pourrait se réaliser, et ça c'est important, sans le passage à l'acte. Souhaiter pour souhaiter n'aboutit à rien. Souhaiter suppose qu'on passe à l'acte. Donc, c'est tout le sens du mirar, tissé de vœux, qui se décline en mandrar, en agir pour réaliser ses souhaits. Dans la technique du tissage, il y a, en premier lieu, la définition du gabarit. Lorsqu'on dispose les fils de chaîne, c'est-à-dire les fils qui vont constituer les structures en longueur du tissu, au préalable, il faudra délimiter les gabarits, la largeur idéale de la pièce
à confectionner. Et c'est ce qu'on appelle feint. Donc, le feint, le gabarit, va fixer en amont la conformité et la norme. Il ne faut pas que la pièce, en termes de tension, lorsqu'on insère les fils de trame, puisse se tendre ou se distendre de manière à garder la rectilinéité justement du feint. C'est ça. En matière de tissage, donc, le feint désigne la base de l'ouvrage. Par extension, ça devient la traduction très large de la norme. Par extension, ce terme englobe aussi les règles de jeu valables pour tout le monde. En principe, personne ne peut y échapper puisque ça va concerner l'ensemble du tissu. À partir du moment où il y a une ligne de trame un peu distendue ou qui sort du cadre, on entrera dans le cadre on se verse vers le chaos, ce qu'il faudra éviter. Donc, le feint, c'est l'expression des dispositions ou des décisions consensuelles que devront adopter tous les membres d'une communauté, n'est-ce pas? Et généralement, il ne s'agit pas de dispositifs touchant tout simplement l'individu, mais on pense à l'ensemble. Voilà pourquoi il s'agit de vocabulaire politique par excellence. Le fil des chaînes, on appelle le fil des chaînes tenaten, mais du fait de leur disposition en longueur, ils correspondent au yitzen. Et on parle également de yitzendamb. C'est la longueur de la pièce de tissu. C'est donc des ensembles de fils disposés dans la longueur d'un tissu, entre lesquels passent les fils de trame. Les yitzen se rapportent à l'ensemble des éléments qui suivent la même direction. Ils s'assemblent. Donc ça gravite autour de l'idée d'une orientation qui fixe les objectifs communs ou les visées similaires sur lesquelles les sociétaires se doivent d'être d'accord. Et le yitzen correspond à l'intégrité et l'orientation de ce qui doit se faire et ce qui doit être. N'est-ce pas? Donc, la quête du yitzen revient constamment dans nos discours politiques ou même dans le quotidien. C'est une quête perpétuelle actuellement. Alors, concernant les fils de trame, qu'on englobe sous le terme de rarn, mrar, c'est faire passer les fils de trame. Et donc les rarn, c'est l'ensemble des fils croisant les fils de chaîne dans le sens de la largeur sur le métier à tisser. Appelé également fan, ce qu'on alimente. Les fils parcourent la largeur de l'ouvrage et symbolisent l'apport des particuliers dans la construction du commun. Le yitzen étant ce qui est commun, c'est l'action des éléments qui vont structurer et rendre un peu plus consistant, un peu plus solide, l'assemblage de la pièce de tissu. Dans les jeux de rapports sociaux, le concept de rarn se rapporte ici à la justice. Arakan Famarinana.
La société malagasy est particulièrement pointueuse sur ce point. Et toutes les situations qui ne s'y confirment pas sont vivement dénoncées. Nombreuses sont les formulations qui se reportent à ce concept. Hein? On parle Manaki Famanandrar, Mandeftra Manandrar, accepter même si on a raison, ou bien se disculper même si on a raison. Fisakandrar, le rare est tellement mince qu'on ne peut pas le cerner. Tiandrar, lorsqu'on dénonce ce qui est injuste. Il y a une expression célèbre, connue de tous les Pikapar, donc une faute qu'on accepte et qu'on clame devient rare. Et le rare sur lequel on insiste trop devient c'est-à-dire devient une faute, n'est-ce pas? Tout ça toujours en harmonie avec la présentation sociale. Et lorsque on a fini de joindre le Yitzn et le Rarn, la pièce ayant pris forme, il faut l'étaler sur une surface. Et vous savez, lorsqu'on parle de surface, on parle de marne. Tan-marne. Un tan-marne, c'est une plaine. Tout ce qui est marne se rapporte à la platitude. N'est-ce pas? Et donc, une fois l'ouvrage terminé, le tissu est étalé sur une surface plane, marne, pour en évaluer la perfection ou pour en déceler les défauts. De là, il y a donc la quête du marne à travers l'évaluation du rarn et du yitzn. Ouais. Donc, correspondant à l'équité, le marne doit être exemple de mensonge, de tromperie. Et c'est la conjonction du marne, du rarn, du yitzn qui instaure la confiance. Le marne octroie l'équité et offre une chance à tous les chacun de jouir de tout ce qui lui revient de droit. C'est la conjonction de la légalité et de la légitimité qui va générer une harmonie, n'est-ce pas? Après avoir obtenu le lame, on considère désormais le tissu dans sa matérialité totale. Et là, on va utiliser le terme lame. Lame qui se rapporte non seulement à la perfection du tissu réalisé, mais aussi à la cohérence du processus de production, de la conception à la réalisation. Là, on va évaluer l'harmonie de la conjonction entre le rarn, le yitzn, la longueur, la largeur, la justesse de toutes les opérations qui ont été effectuées, la conformité de l'ouvrage qui marque la perfection du tissu. Et on dit alors que le travail a été accompli en long et en large. À tsakan, vite, l'âme, à tsakan, si andavan. Donc ce sont des termes qui se rapportent toujours au tissu et qui sont utilisés aussi bien dans le langage quotidien que dans les vocabulaires politiques, n'est-ce pas? Et le tissage fait apparaître une perception dynamique de la construction sociale. En tant que démarche idéale, la construction sociale serait dynamique et mérite d'être surveillée à tous les instants pour en relever les imperfections,
Ainsi, nous avons beaucoup de termes, toujours liés au tissage et au monde des tissus. Le tintena, tintena, qui correspond au raccommodage. Tout ce qui a été mal négocié se doit d'être raccommodé, n'est-ce pas? Madilana ou tenten, réajuster ce qui est insuffisant. Vous avez aussi un autre terme désignant justement le reparamétrage de ce qui ne va pas. Le terme sousk, d'où vient le verbe sousouan. En fait, on va sousouker les vides, combler les vides, n'est-ce pas? Combler le vide. Et vous avez bien entendu un terme extrêmement courant, zaitr. C'est-à-dire on recoudre, n'est-ce pas? Et cette opération de zaitr sert aussi à rassembler des pièces, des tissus qui deviendront alors des lampes, des pièces d'étoffe un peu plus larges. Il vous arrive plus souvent, surtout lors de l'achat de l'ambamel, de vous voir interroger combien de vitres vous voulez, l'ambatel vitre, n'est-ce pas? En fait, il s'agit de 3 pièces de tissu qui ont été faits sur le métier et on va les coudre, les rassembler sur leur côté latéral pour obtenir une pièce plus grande. C'est ça le terme de vision. Et ça se rapporte à l'idée de rassembler les parties, de remembrer et de fédérer. Vitrana tsangana andambaray tenina, alahatra ary zairina mitsanganana, azona lamba be velarana. Vitsana samy manana nitsiny, fa ny zaitra no mampitambatra ka mety ho tata-jaitra. Fitranona ny zavatra rehefa tiana hatambatra, zay ny nahavy ny hoe famitranam-pihavanana. Le terme vitrana se rapporte à cette opération qui consiste à rassembler les différents, les divergents, n'est-ce pas? Essayer, et au cœur de cette démarche, il y a toujours, et ça agit à la manière justement d'une, comment on appelle ça, on renforce par la répétition. Consensus, 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 n'est-ce pas? Ntsibelambanana, ny olombelona. Ça, c'est une formulation de ma défunte grand-mère, paix à son âme, déjà, il y a longtemps. Tsibelambanana ny olombelona. Ka zay mandraro manana be velarana. La personne est une grande natte. Seul ce qui s'évertue à les confectionner peuvent avoir une plus grande étendue. Et donc, nous avons visité, mais il y en a encore d'autres, je pense. Je n'ai relevé que une partie de ce qui me paraît le plus évident. Lorsqu'on parle de mametraka ny fenitra, établir la norme, mandrafitra nitsiny, définir l'orientation, mandrary ny rariny, œuvrer pour la justice, mikatsaka amin'ny marina, chercher la vérité, manentina ny tsy ampy, rectifier les insuffisances, mamitrana ny misaraka, rassembler, manjaitra ny rovitra, raccommander les déchirures, afin d'aboutir à une situation parfaite, lafatra, complète, fine, afin que finalement on puisse accéder à ce rêve malagasy, tant de fois chanté, espéré, mais qui ne survient jamais. Le mandfaleman accompli, afin d'avoir le fanripaleman, qui est la paix. Ce sont longtemps occultés, ce sont des concepts clés qui constituent, au fait, le socle du Vihavanana. Parce que le terme Vihavanana, excusez-moi, aujourd'hui,
est un terme galvaudé, extrêmement galvaudé, vide de sens. On l'utilise à tort et à travers, on l'évoque sans réfléchir sur les implications que cela suppose, hein, n'est-ce pas? Et on se projette dans des stéréotypes même qui se bâtissent une société malagasy idéale dans l'âge d'or. Hein. Mais si on parcourt l'histoire, vous verrez que la société malagasy n'a jamais été, hein, très auprès des moindres images suscitées par le Fiavan, hein, avec l'esclavage, la violence, l'injustice sociale, etc. On peut les retrouver, les retracer à travers toutes les différentes périodes que notre pays a travaillé maintenant plus que jamais. Mais là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vous laisse le soin de réfléchir. Alors, abordons maintenant, si vous voulez, le côté esthétique et la signification des motifs. Rappelons que dans un registre différent de l'Occident, la société malagasy a entrepris une véritable recherche esthétique destinée à satisfaire les plaisirs de sens. Comme tous les êtres humains, comme tous les autres. Les homo sapiens, Elle n'a pas manqué d'intervenir sur son environnement, sur la matière et sur elle-même pour octroyer sens, signification à son existence. Seulement, ici, la conception de l'art ne peut se défaire des autres fonctions, notamment symboliques, cognitives et ou utilitaires. Avant de porter un regard sur ces motifs de tissu, il nous semble nécessaire de rappeler quelques lignes à propos des systèmes de représentation traditionnels afin de nous permettre d'avoir une perspective plus large pour affiner notre perception. N'est-ce pas? Alors, avant l'influence occidentale, le système de représentation malagasy était essentiellement basé sur la production de motifs géométriques. Il y avait véritablement une hallucination de motifs géométriques qu'on retrouvait sur tous les supports concernant le quotidien, orienté vers la vie, aussi bien que le domaine qui était le domaine de prédilection de l'expression artistique et créative, le domaine de l'ancestralisation, l'art funéraire. Il y avait véritablement, je dirais, une hallucination de la géométrisation. Et on le retrouve sur tous les supports. Le bois, la rabane, les tissus, le corps humain. Donc, nous voyons là un lambamine avec des motifs géométriques comme ornement, n'est-ce pas? Tout le monde connaît l'art Jafmanir, on l'appelle l'art Jafmanir, mais je suis à peu près d'accord avec la suggestion de Pierre Ferrin quant à la dimension un peu plus large justement de cette expression. Les Jafmanir l'ont perpétué, maintenant ils connaissent des problèmes dans la mesure où ils ont évolué dans un milieu où le bois était source de création, était, comment dirais-je, il y en avait à profusion. Mais la déforestation, je pense, qui a sévi un peu partout, a amenuisé cette expression. Mais les motifs géométriques se perpétuent sous d'autres formes. Je vois et j'essaie de m'imaginer l'évolution de l'architecture funéraire dans l'Andouille à partir de la colonisation et qui a connu un dynamisme sans pareil après l'indépendance jusqu'à maintenant. C'est un espace de créativité où les motifs géométriques sont toujours enrichis, améliorés, en utilisant des matériaux entre guillemets modernes,
hein, la peinture, l'acrylique, la peinture à l'huile, le ciment, le béton. Il y a un réinvestissement des moyens disponibles pour alimenter un système que je peux qualifier de traditionnel, autour donc des motifs géométriques. Ici, vous voyez un Tésabétuléo, un poteau commémoratif, hein, lié à l'encensement d'un ancêtre, hein, pour que son nom, sa présence ne se perde pas dans l'amnésie et l'amnésie et l'oubli, hein, n'est-ce pas? Et on voit de quelle manière le sculpteur a pris tout son temps pour, hein, transmuer une pièce de bois en autre chose, hein, un thèse offert au regard du public. J'ai rapporté ici quelques motifs relevés par le professeur Hudson Harman sur les motifs des thèses, justement. Hein. On parle donc ici de... excusez-moi, j'ai... Ah, Vullieti. Vullieti. On utilise beaucoup ce terme dans le monde des arts plastiques traditionnels. Mais il y a un autre symbole, et toujours en relation avec les concepts politiques. Hein, parce que Vullieti, ça se rapporte au pouvoir. Hein. Celui qui dispose d'une paire de ciseaux peut couper. Il a la décision. Hein. Et si vous réfléchissez bien, lors des arrestations des Dalles, il arrive aux autorités de faire la saisie de ce qu'on appelle les outils. Et il y a toujours des moires en corne fixées au-dessus des pièces de ciseaux, n'est-ce pas? Hein? Et symboliquement, c'est en référence justement au pouvoir de décider qui sera coupé. Hein? Et d'ailleurs, le décideur, c'est le Panapak. Hein? C'est le Pandidi. Et il lui arrive de tapaquer dans d'idées jusqu'au trésor public. Hein? Selon ses bons vouloirs, hein? Mais suivant cette logique du Vullieti, hein, n'est-ce pas? Vous avez également des figures qui ont des noms évocateurs, Rafnumiedik, c'est-à-dire les concurrents qui font face à face. Hein? Les partis politiques, d'un côté comme de l'autre. Hein? C'est du nord contre du sud, hein, n'est-ce pas? Il y a les jeux de rapports sociaux qu'on retrouve d'ailleurs à travers toute la logique du jeu de Fanur, hein, n'est-ce pas? Ce sont des figures géométriques. Mais à travers ces figures, il y a aussi l'idée de la concordance, de l'harmonie, de la construction de l'ensemble. Et généralement, on utilise pour la composition des figures simples, des lignes, des points, des cercles, des courbes, qu'on agence en parallèle, en arc, en ligne brisée, en hachure, hein, qu'on combine en carré, square, en losange, mirefada, en rectangle, maïs jour, ou en triangle, tel jour. Et dans ces motifs, au fur et à mesure qu'on les rend complexes, qu'on démultiplie les motifs, ça génère des figures qui sont toujours ordonnées suivant des logiques similaires le plus souvent. Il y a toujours le centre. Hein? Le centre où va se structurer de lignes perpendiculaires et qui va instaurer la symétrie. Tout ce que vous verrez en bas, vous retrouvez son pendant en haut. À gauche,
à droite. Et donc ça va former une harmonie visuelle. Et cette représentation est une représentation, une fois de plus, politique. C'est le rapport de l'ego à l'ensemble, le rapport de l'individu à son environnement, le rapport de tout être à ses semblables. Je rappelle que le portrait, l'art de se représenter les personnes ou des choses, ne s'inscrivent pas dans la tradition malagasy, ni océanienne d'ailleurs, je pense, mais on porte plutôt son attention sur l'équilibre à maintenir par rapport à l'univers, n'est-ce pas? À donner sens à son existence de manière à s'inscrire dans ce qui est. C'est ça le but. Mais le but, ce n'est pas de s'imposer par rapport à l'univers. Ça, c'est une optique tout à fait occidentale et d'influence judéo-chrétienne. Démultipliez-vous et régnez sur toutes les choses. Le Malagasy se considère tout d'abord, du moins, le Malagasy, il fut un temps, il y a longtemps de cela, se considérait comme un élément dans la nature, mais disposant de cette culture qui lui permet d'ordonner ce monde, de lui donner un sens. Et donc c'est là qu'on a les constantes, et ça rappelle toujours cette idée, si vous voulez, de cohésion, de convergence, de consensus, d'harmonie, n'est-ce pas? Au niveau du tissage proprement dit, la technique utilisée comporte quelques difficultés. Le procédé le plus commun est la réalisation de motifs linéaires, parallèles. Là, ça ne pose pas de problème, il suffit de disposer au préalable les fils de chaîne et de préserver par des ligatures les fils qui constitueront les lignes, n'est-ce pas? Et on va mettre le dispositif dans un bain de déconction tinctoriale, et donc ce qui a été ligaturé va être préservé, n'est-ce pas? Et au moment où on le tend sur le métier, on fait comme d'habitude, et au fur et à mesure, ce sont les motifs qui vont apparaître, n'est-ce pas? Et donc vous voyez à travers cette toile qui fait date, il s'agissait d'une reproduction en l'occurrence, les toiles multicolores avec des lignes parallèles, n'est-ce pas? Pourtant, notre tradition connaît également d'autres procédés un peu plus complexes, un peu plus longs à réaliser. Non seulement il s'agit de tissus multicolores, mais pouvant être ornés de motifs un peu plus complexes. Mais seulement, voilà, ces motifs sont imaginés d'avance, anticipés. Et donc, ça demande une longue préparation. Schématiquement, les procédés vont se dérouler comme suit. Les motifs sont imaginés en amont, en tenant compte de la forme et de la dimension du tissu à produire. Et bien entendu, des motifs à y insérer. Donc, les fils de chaîne sont préalablement préparés, agencés dans leur disposition finale, tendus avec des traverses provisoires, et les parties devant porter les figures sont ligaturées. Il y a un système extrêmement connu dans les techniques d'ICAT, n'est-ce pas? Et donc, lorsqu'on le plonge dans les bains de teinture, qu'on le met à bouillir, ce qui a été ligaturé seront préservés de la teinte, n'est-ce pas? Et puis, on va
les rétendre pour le tissage proprement dit. Mais on peut démultiplier plusieurs fois l'opération afin d'avoir des motifs un peu plus complexes et polychromes, n'est-ce pas? Mais les procédés de bain tinctoriaux vont s'agencer des couleurs les plus claires aux couleurs les plus sombres. Hein? Généralement, du blanc, du rosé, du clair, jusqu'au brun foncé, hein? Jusqu'au marron, n'est-ce pas? Et la plupart des tisserandes connaissent par la pratique, ils ont de l'expérience pour déterminer quelles sont les plantes, hein, parce que les teintes sont d'origine minérale, végétale ou animale, des fois. Mais les plus utilisées à Madagascar sont les teintes d'origine végétale. Hein. Pour la petite histoire, vous avez par exemple les Fakatarit, hein, les Ravmbofutsi, Tongour, Dingadingan, Aik, Indigo, Arungan, ou même les graines de Javka, les avocats, hein, qui peuvent donner des teintes rouges, jaunes, l'indigo, le bleu, etc. Mais on utilise aussi des teintes d'origine minérale, hein, notamment on dispose à Madagascar au moins d'une centaine de nuances de couleurs d'ocre qui va, hein, du bleu nuit, hein, presque noir, à l'ocre jaune, n'est-ce pas? Donc on répète l'opération plusieurs fois, les ligatures, hein, la teinte, et au fil de l'opération, les fils sont tendus et le tissage peut commencer et le motif se dessine au fur et à mesure de l'avancement du travail. Vous voyez là un exemple justement des fils de chêne pré-teintés qui attendent d'être tramés. Hein? Okay. Voici un exemple de tissu réalisé qui a été présenté à une exposition au Canada, au Musée Royal de l'Ontario, un Nakutfan, où vous voyez les bandes parallèles. Ça constitue une pièce vitale qui chante avec cette autre partie. Et puis vous voyez l'adjonction de deux pièces ayant les mêmes motifs, ont été traitées différemment en termes de couleurs. Et lorsqu'on les met ensemble, ça forme une diaprure extrêmement riche et chatoyante, n'est-ce pas? Les Akutfan font le bonheur justement des exportateurs d'art artisanal actuellement. Qu'en est-il des motifs et des significations? Autrefois, c'est de la qualité des tissus qu'on établit les distinctions sociales. D'habitude, tout le monde se couvre de cotonnade. Voilà pourquoi, jusqu'à maintenant, il y a une expression qui désigne une multitude, la foule. Mangourputsi. Tout le monde se met en blanc, n'est-ce pas? Seuls les puissants et les riches peuvent se vêtir de soie. La soie nécessitant une longue préparation du filage jusqu'au tissage, et beaucoup de précautions, l'élevage des vers à soie, etc. Donc, ça a plus de valeur, ça coûte plus cher, et ce n'est pas toujours à la portée de n'importe qui. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous les utilisons quasiment exclusivement comme linceul pour envelopper les morts, pour honorer les morts. Mais rappelons que les tissus en soie ou les lambamènes
sont aussi utilisés pour les vivants, comme baluge, n'est-ce pas? Il y a certainement des restrictions qui restent encore dans la mémoire collective. Par exemple, les tissus en soie de couleur tzak, hein, qui a été coloré à l'aide d'une, comment dirais-je, d'une algue, d'un corail, hein, de couleur rouge, et qui coûte extrêmement cher. Hein. Autrefois, c'était destiné au souverain et à son entourage, tout simplement. Et les roturiers ne pouvaient s'en vêtir en public. Ils peuvent en avoir, en acheter, mais ils n'ont pas le droit de les porter en dehors justement de leur porte. Hein, ils peuvent se le mettre, hein, parce qu'ils sont rois chez eux. Mais leur souveraineté s'arrête à la porte. Hein, d'où il y a toute une série de croyances actuellement comme quoi le fait de porter du rouge par un temps d'orage vous expose à la foudre. Mais ce sont des images en rapport avec le lien avec le pouvoir autrefois. Il y a également d'autres maximes qui datent de la de reine de Ratama Ier. Afa fatao akoatra arabaina tsy andrina tsy arabaina tao amin'ny tafitsaky. C'est étrange de rencontrer un soldat vêtu tout de rouge du gouvernement britannique, n'est-ce pas? On le salue, il n'est pas andrine, il n'est pas noble. Mais on ne le salue pas, mais il est vêtu de tzak. Les autres couleurs ne dépendent au fait que de la fantaisie des conceptrices. Mais généralement, le cœur de l'embellissement, ce sont toujours les motifs géométriques que l'on peut produire par les motifs IKT, ou bien, en cours de tissage, par l'insertion de petites boulettes d'étain qui faisaient partie justement des objets de traite qu'on s'échangeait à toutes les périodes, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle et même le XIXe siècle, même jusqu'à maintenant au fait, ou des petites perles. Les motifs géométriques se rapportent au fait à cette quête d'équilibre entre soi et les autres, et leur signification verbalisée gravite autour des idées forces qui valorisent les vertus de la liaison, de la cohésion, de la complémentarité, d'équilibre. Autant de concepts qui se rapportent à l'idéal du Fiavana. Ainsi, la récurrence des motifs géométriques doit être mise en relation avec la perception géométrique que les Malgaches ont leur rapport à l'espace, à la société, à l'univers. Et nous avons vu à travers ces quelques réflexions à quel point le monde du tissage nous introduit dans un monde total où se tissent des multiples discours gestuels à travers le tissage même, verbaux à travers la manière de les identifier et d'exploiter les termes pour enrichir les lexiques et visuels, et tout tend vers l'encensement de l'harmonie idéale. J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je vous remercie